je vous propose de changer les places pour laisser Grégoire Holtz s'installer. J'en profite pendant qu'il s'installe pour corriger une petite erreur qu'il y a dans le programme, puisque c'est indiqué qu'il est à l'Université de Toronto. C'est dire qu'on prépare le colloque depuis longtemps, puisque ça fait 2 ans qu'il est à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines, Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, où il est professeur de lettres modernes. C'est un spécialiste de littérature de la Renaissance, de littérature des voyages. Il a publié de très très nombreux ouvrages et articles sur les voyageurs de la Renaissance, sur la littérature du voyage, y compris un intrigant Voyager avec le diable, roman, traité démonologique et récit de voyage 15e-18e siècle qui m'intéresse beaucoup. Il vient de publier l'an dernier chez Drault Paganisme et Humanisme autour d'Apollonius de Thiène, dont il va, je pense, être question un petit peu maintenant. Merci beaucoup. Alors je tiens à remercier vraiment très chaleureusement les organisateurs ainsi que le comité scientifique. C'est un colloque que je trouve vraiment très très intéressant, convivial aussi, et ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Alors, l'analyse du voyage savant ne peut faire l'économie du modèle. C'est une question déjà traitée par la critique, en particulier dans un numéro de Littéral coordonné en 1990 par Marie-Christine Gomez-Géraud. Peut-être quelques définitions sommaires pour commencer, puisque par modèle, j'entendrais un texte fonctionnant comme patron, comme autorité, qui informe, structure ou détermine de nombreux choix qui vont présider à la composition d'un récit de voyage postérieur, puisqu'on sait à quel point le récit de voyage est un genre souple, malléable, un genre sans loi, comme pour paraphraser mon collègue disparu Roland Lehunnen. Quant au voyage savant, je vous prie de m'excuser, j'aurai un propos un peu marginal ou minoritaire par rapport à ce qui a été dit depuis hier, puisque le voyage savant, moi je vais vraiment le restreindre non pas dans un sens scientifique, mais plutôt dans une dimension philosophique à travers le cas que nous allons voir aujourd'hui. Et parmi les différents modèles du voyage savant, mais dans un sens philosophique, qui sont pratiqués tout au long de l'époque moderne, il y en a un qui revient avec force, avec récurrence, en particulier au XVIe et XVIIe siècle, c'est la vie d'Apollonius de Thiane. Alors, c'est un récit qui est bien plus ancien, qui a été composé au IIIe siècle de notre ère par le sophiste Philostrate. Grosso modo, c'est un récit qui raconte la vie, c'est une vita d'un sage pythagoricien, et c'est un texte qui a une fortune très complexe. Pourquoi cette fortune complexe ? Parce que le texte a d'abord connu une version glorieuse, puisque Apollonius est cité comme le parangon du voyageur curieux, du voyageur savant, cosmopolite, par saint Jérôme, dans une célèbre lettre à Paulin qui est éditée en ouverture de la Vulgate. Apollonius, soit qu'il fut magicien, comme l'ignorant l'ont cru, soit qu'il fut philosophe, comme les disciples de Pythagore l'assurent, passa en Perse, traversa le mont Caucase, perça jusque dans les Indes, voilà, et enfin, ayant passé le fleuve Phison, arriva jusqu'au Brahman pour entendre Yark, c'est Yarkas. Cet homme trouva partout de quoi devenir plus savant. Et profitant de jour en jour, il se perfectionnait incessamment, ce que nous apprenons de l'histoire de sa vie que Philostrate a écrite en 8 livres. Mais ensuite, et parallèlement à cette vision glorieuse, il y a toute une légende noire qui s'attache à la vie d'Apollonius, puisqu'une autre tradition patristique, représentée entre autres par Eusèbe de Césarée et par Lactance, fait d'Apollonius, qui lui a vécu au 1er siècle de notre ère, un rival thaumaturge du Christ. Et la vie d'Apollonius aurait été commandée par l'impératrice Julia Domna à Philostrate pour contrer les progrès du christianisme. Et cette postérité complexe du texte apparaît dès l'édition Princeps en 1500, où l'éditeur vénitien Aldmanus fait le choix d'éditer conjointement à la vie d'Apollonius ce qu'il nomme un contrepoison, à savoir un traité d'Eusèbe Césarée censé servir de tuteur à ce texte païen. Bon, il n'en reste pas moins que la vie d'Apollonius est citée avec un certain malaise, mais néanmoins avec admiration par de nombreux humanistes qui voient un miroir au prince, mais aussi un roman et surtout un modèle pour le récit de voyage. Et Apollonius devient l'exemple du voyageur cosmopolite qui s'est rendu en Inde. Et il est cité avec admiration par André Tevet,
par Nicolas de Nicolet, mais aussi par des missionnaires comme Roberto De Nobili ou Gabriel Sagar. C'est dans cette perspective du modèle du voyageur savant que l'érudit, voilà, je vous présente un peu Apollonius, que l'érudit Chapelain, qui est le cofondateur de l'Académie française, va citer Apollonius comme modèle dans une longue lettre de novembre 1661 au philosophe et médecin François Bernier. François Bernier, donc, qui séjourne très longtemps dans l'Inde moghole, de 1656 à 1669. Il exerce comme médecin à la cour du moghol Shah Jahan, puis d'Aurangzeb. Donc Bernier, lui aussi, voyageur savant, arrive à un moment clé de la reconfiguration du pouvoir politique moghol et reçoit la lettre de Chapelain alors qu'il est entre Agra et Delhi. Vous savez que son récit de voyage va avoir beaucoup de succès, va être traduit, va être réédité. Il est connu, entre autres, pour contenir la première description, en tout cas pour un public européen, du Taj Mahal. Et il va servir de source aussi pour Marx et pour Voltaire. Alors, l'objectif de ma communication, c'est d'interroger ce rapport au modèle, en comparant donc la vie d'Apollonius de Tyane avec les voyages de Bernier dans l'Empire du Grand Moghol, publié en 1670-1671. Alors, je n'ai pas cherché une application de la lettre de Chapelain et de sa fonction programmatique, mais plutôt avec vous une réflexion sur le rapport au modèle dans le voyage savant. Voir s'il y a une subversion du modèle, voir les phénomènes de reprise, de recomposition sous-jacente du modèle, bref, d'explorer les différentes modalités par lesquelles un texte peut servir de modèle pour un voyage savant. Voilà, c'est un peu le plan que je vais suivre avec vous. Et tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur ce modèle complexe qu'est la vie d'Apollonius de Tyane. Alors, je vais y revenir très rapidement, puisque je n'ai que 20 minutes, mais c'est un récit donc, qui narre donc, la pérégrination d'Apollonius et de son disciple Damis tout autour de l'Œcumène, mais aussi en Orient, à Babylone, jusqu'en Inde. Et c'est surtout les livres 2 et 3 qui donnent à voir des entretiens entre Apollonius et Yarkas, qui est le représentant, le brahman indien. Et ce sont des réflexions sur la définition du bon prince, sur les valeurs de la tempérance, de la justice, sur une réflexion éthique, sur l'équité et la vertu, sur la définition de l'âme. Et donc cette rencontre entre Apollonius et le brahman Yarkas, ça donne à voir, disons, une rencontre entre le représentant de la plus ancienne philosophie grecque, puisque vous savez que le pythagorisme passe pour être la plus ancienne philosophie. Le concept même de philosophie aurait été inventé par Pythagore, selon Diogène Laërce, et d'autre part avec le représentant de la philosophie indienne, de l'hindouisme. Et c'est cette rencontre qui nous donne à voir aussi les légendaires gymnosophistes, ou les philosophes nus, qui sont les modèles de l'ascétisme oriental. Alors, cette rencontre a lieu en Inde, mais dans une Inde où plane vraiment un souvenir hellénistique, où plane vraiment le souvenir d'Alexandre le Grand. Voilà, je vous ai mis une citation où le voyageur retrouve un disque d'argent sur lequel est inscrit « Dionysos, fils de Sémélé de Zeus, envoie ceci depuis l'Inde à Apollon Delphien ». Alors, il serait faux de réduire la vie d'Apollonius aux seuls entretiens philosophiques et au dialogisme, puisqu'il y a d'autres passages plus descriptifs qui assument aussi une dimension savante. Il y a ainsi des nombreuses séquences consacrées à des développements botaniques sur les épices et les plantes indiennes, des développements géographiques sur le Gange, le fleuve Indus, des développements zoologiques sur la description de l'éléphant et de ses jointures, minéralogiques sur les émeraudes, les pierres précieuses, et évidemment anthropologiques, comme pour la description des castes et de l'hindouisme. Là, je vous avez mis une citation à propos des brahmanes. Mais ce que je voulais souligner avec vous, c'est que la vie d'Apollonius constitue un modèle de voyage philosophique, mais un modèle passablement ambigu, pour deux raisons. Tout d'abord parce que la fiction menace toujours la logique didactique de l'ouvrage. Certaines séquences sont explicitement fictionnelles dans la vie d'Apollonius. Sont évoqués des dragons, des griffons. Apollonius même a une naissance fabuleuse. Son père n'est autre que Protée. Et surtout, il s'évade à la fin des 8 livres. Il s'évade par les airs, hors de la prison dans laquelle l'a jeté l'empereur Domitien. Et la place prise par la fiction
explique que la vie d'Apollonius a aussi été lue comme un ouvrage peu digne de foi, non seulement par Eusèbe de Césarée, mais aussi par certains humanistes comme Erasme ou Vivès, qui déclarent du même Philostrate, presque tout l'Apollonius est la création frénétique et blasphématoire d'un faussaire aguerri, capable d'inventer des histoires sur ce qu'il n'avait jamais vu ni entendu. Seconde raison de mettre en doute ce modèle, c'est qu'au-delà de l'hétérogénéité discursive, c'est au niveau même de la composition que la dimension savante peut être menacée. Il y a de très nombreuses digressions qui exhibent vraiment la dimension rhétorique du texte et dans une certaine mesure son détachement aussi de toute visée documentaire. Il y a de copieux développements métadiscursifs qui viennent se greffer sur le corps du récit premier pour le ralentir et pour nourrir une réflexion esthétique. Par exemple, au sujet des pouvoirs de la mimésis, sur l'ekphrasis aussi, sur la définition de la peinture. Apollonius dit « Damis, existe-t-il un art de la peinture ?» Sans aucun doute, dit Damis, la peinture est donc une imitation, et ainsi de suite. Bon, je vous ai abrégé un peu cette digression. Et tout comme pour la fiction, ces digressions qui entrelarent le récit principal de la vie d'Apollonius rappellent que ce texte appartient à la seconde sophistique. Philostrate est lui-même l'auteur des Vies des sophistes, et régulièrement, il exhibe un petit peu cette facture sophistique du texte, qu'on peut lire comme un récit de voyage, mais aussi comme un beau discours. Et cette dimension oratoire du texte s'inscrit aussi dans une autre conception de la philosophie, qui dans l'Antiquité est consubstantiellement dialectique et rhétorique, conceptuelle et esthétique, art de la pensée, art du discours, comme l'a montré Pierre Vesperini dans son étude récente sur Lucrèce. Alors, ces quelques mots sur la vie d'Apollonius montrent à quel point le récit de Philostrate peut être considéré comme un modèle de voyage savant, mais un modèle complexe. Les critiques contemporains le lisent maintenant uniquement comme un texte de fiction. Mais ce n'était pas du tout le cas au XVIe et XVIIe siècle. Et je reviens plus précisément à cette lettre de Chapelain qui présente Apollonius comme un modèle à François Bernier dans une lettre de novembre 1661. Il est le parangon du voyageur savant. Vous y avez aussi plus de mérite qu'Apollonius Tianus, qu'une même intention que la vôtre avait menée en ces mêmes contrées-là, mais qui avait fait ce voyage avec 2 hommes savants, et avec tout le secours qu'une opulente fortune pouvait lui donner. Songez, monsieur, pour adoucir les amertumes de cette volontaire relégation, que vous foulez la même terre qu'Apollonius a foulée, que vous la foulez plus glorieusement que lui, et que vous êtes le seul qui, après lui, ait été sous ces climats brûlés, reconnaître ce que les brahmanes savaient des choses naturelles et morales. Alors, Chapelain évoque l'exemple d'Apollonius à travers 2 niveaux, il me semble. Tout d'abord, c'est un niveau géographique entre l'Inde antique et l'Inde moderne, mais c'est aussi le prisme épistémologique du voyage savant qui importe, puisque Bernier est médecin et philosophe, tout comme Apollonius était philosophe et, disons, guérisseur. Et surtout expliciter un rapport de filiation directe avec le sage antique, mais aussi de dépassement, selon une dialectique familière d'émulation par rapport à l'Antiquité, qu'on retrouve bien sûr dans l'humanisme renaissant. Si l'Inde rapproche Bernier d'Apollonius, vous la foulez plus glorieusement que lui, précise Chapelain. Donc le modèle n'est mobilisé que parce qu'il peut être dépassé. Et ensuite, Chapelain donne un véritable programme d'études qui se fonde sur le modèle du voyageur grec et qui lui demande, en effet, il lui dit enrichissez-vous-y de toutes les lumières qui vous sera possible, soit concernant l'état politique de ce grand empire, soit concernant celui de la nature et des arts qui sont différents des nôtres. Alors, ces 2 domaines qui sont omniprésents dans le texte de Philostrate désignent l'histoire politique de l'Inde moghole, en particulier pour y déceler les vestiges d'Alexandre, de Tamerlan, mais aussi pour comparer avec le témoignage récent du voyageur anglais Thomas Roe. Et aussi, ce que demande Chapelain, c'est de dégager une synthèse sur la sagesse, sur les savoirs propres à l'Inde. C'est en particulier sur cette question que Chapelain invite Bernier à produire un récit de voyage savant. Il serait bon encore que vous retrouvassiez tous les livres principaux et estimés parmi ces peuples, d'où vous tireriez de notables instructions pour toutes leurs sortes de connaissances et qui passeraient dans l'Europe pour un trésor en les y apportant.
Par là, vous auriez moyen de faire voir combien de sortes de disciplines ils sont instruits et jusqu'où ils ont poussé leurs connaissances, comment ils conduisent leur raisonnement, de quelle morale ils se servent, quelle est leur religion, gentille ou mahométane, ou toutes deux, comment ils contemplent les choses de la nature, soit pour la physique simple, soit pour la métaphysique. Alors, ce programme devient gargantuesque dans son encyclopédisme quand Chaplin y ajoute des requêtes concernant la médecine, l'astronomie, la géographie, les artisanats, le jardinage, sans oublier un développement conséquent sur le statut des femmes. Alors, Bernier s'inspire bien du polymathe Apollonius, mais il est remarquable de noter que, finalement, dans son texte, que vous voyez là, Chaplin évacue complètement le caractère hérétique, mais aussi fictionnel du texte de Philostrate. Ce qui est demandé à Bernier, c'est bien sûr de dépasser ce modèle antique, mais aussi d'acquérir ce trésor. Et dans la suite du texte, il y a une sorte de jeu de mots, puisque ce trésor savant est présenté comme supérieur au trésor matériel qui est alors recherché par les différents agents de la Compagnie des Indes orientales. Colbert va créer la compagnie quelques années après. Et Chaplin y fait référence avec malice et moquerie. Alors, le récit de Bernier est lui-même composé de différentes lettres, et il remplit relativement bien ce programme ambitieux. On remarquera quand même que Bernier ne cite jamais Apollonius tout au long de son témoignage, mais il semble bien accomplir ses devoirs de vacances en donnant une profusion de détails sur la vie commerciale, politique et spirituelle de l'Inde moghole, mais aussi sur l'artisanat, l'astronomie ou la médecine. Alors, je voulais voir un petit peu jusqu'où va cette adéquation. Et il me semblait surtout intéressant de relever les différences notables par lesquelles le récit de Bernier se singularisait par rapport à son modèle. Et il me semble qu'il y a 3 enjeux où on retrouve un rapport d'imprégnation, mais aussi de dépassement de la vie d'Apollonius. Alors, le premier enjeu est d'ordre épistémologique. Dans la relation de Bernier, on trouve un tout autre rapport à l'héroïsation, mais aussi à la nationalisation du savoir. Dans un sens, on pourrait dire que Bernier représente le savoir français aux Indes, comme Apollonius se faisait le champion du pythagorisme et de la philosophie grecque. Mais comme on va le voir, les choses sont plus complexes. Bernier ne se met pas en scène comme le défenseur d'un savoir absolu et européen. Et dans sa lettre à Lamotte-le-Vanier, Bernier anticipe la question de la comparaison entre les capitales européennes avec Agra et Delhi. Et il donne une réponse relativiste, où, dans la mesure où il conditionne l'appréciation de l'architecture des villes, et surtout de leur esthétique, à une question climatique. C'est une citation intéressante, et peut-être que vous la connaissez. Pour ce qui est de la beauté, je vous dirais par avance que je me suis quelquefois étonné d'entendre ici de nos Européens mépriser les villes des Indes, comme n'approchant pas des nôtres au regard des bâtiments. Car aussi ne faut-il pas qu'elles leur ressemblent. Et si Paris, Londres ou Amsterdam étaient dans l'endroit où est Delhi, il en faudrait jeter par terre la plus grande partie pour les bâtir d'une autre façon. Nos villes, sans contestation, ont de grande beauté, mais ce sont des beautés qui doivent être particulières et accommoder un climat froid. Delhi, de même, peut avoir les siennes, qui lui soient aussi particulières et qui soient accommodées à un climat très chaud. Alors, si Bernier se désolidarise de ces voyageurs européens méprisants et ethnocentristes, c'est aussi parce que son goût pour la spécificité locale, on voit à travers le lexique du particulier et de l'accommodement, ce goût témoigne d'une forme d'enquête différente de celle d'Apollonius. Bernier multiplie les sources, les consultations, il mentionne toujours ses informateurs, il fait part de ses doutes, en indiquant parfois aussi des versions alternatives ou contradictoires du même fait historique, par exemple sur la mort du sultan Jouja, qui est le frère et rival d'Aurangzeb. J'ai ouï raconter la chose de 3 ou 4 manières différentes, par des personnes même qui s'étaient trouvées en son lieu. J'en ai vu qui assuraient, bon, et ainsi de suite. Pour vous dire que, dans ce sens, le modèle qui intéresse Bernier est peut-être moins Apollonius, finalement, qu'Hérodote et son enquête. Puisque si Bernier est bien le héros voulu par Chaplin, qui foule glorieusement les terres brûlées de l'Inde, il le fait selon une modalité plus précise, plus rigoureuse et plus pragmatique. Second enjeu de comparaison, c'est le rapport à l'énonciation qui gouverne la relation de Bernier.
On ne retrouve pas le dispositif complexe de la vie d'Apollonius de Tyane, où il y avait un partage des voix entre Philostrate, l'auteur, Damis, le disciple, et les écrits d'Apollonius. Ici, on retrouve une énonciation centralisée autour de la seule figure de Bernier. Cependant, le récit de Bernier ménage des effets de décalage énonciatif en renvoyant à des sources ou à des personnages qui incarnent des doubles du voyageur, comme le malheureux médecin Bernard, qui a presque le même nom que lui. On pourrait dire que chez Bernier, la pluralité n'est pas dans l'énonciation, mais dans les destinataires, qui programment différents enjeux savants. D'accord. La dimension épistolaire du témoignage de Bernier structure différents axes de la curiosité du voyageur. Les informations géopolitiques sont surtout dans la lettre adressée à Colbert. Les questions géographiques pour Thévenot, qu'on a pu voir ce matin. Les informations sur la vie de la cour sont réservées à Lamotte-Levaillé, et sur les questions sur la religion et la philosophie, surtout dans la réponse à Chaplin. Alors, j'avance un petit peu pour vous parler très rapidement, même si je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, sur le dialogue philosophique et l'ombre d'Apollonius, pour vous dire que, mais bon, je développerai ça dans la version écrite, que la relation de Bernier répond quand même au programme posé par Chaplin en nourrissant de nombreux dialogues qu'il a pu avoir avec Dashmen Khan, qui est un naga, qui est un ministre à la cour d'Aurangzeb. Et ça lui permet en effet d'avoir accès à un certain savoir sur la cosmologie hindoue, sur les Védas, mais ce savoir sur la cosmologie hindoue est finalement présenté sous une forme très désenchantée. Là, on n'a pas du tout affaire à une sorte d'islamophobie, mais au contraire d'hindouphobie, puisqu'il déclare en effet que toutes ces grandes impertinences lui font voir qu'il n'y a ici que ces sciences des fameux brahmanes, il faut qu'il y ait bien du monde trompé dans les grandes idées qu'on en a conçues. Je conclus très rapidement, vraiment, sur cette idée de, finalement, quel est ce rapport au modèle et dans le récit de Bernier. Est-ce que Bernier tue le père ou le grand-père Apollonius ? Il le fait, bien sûr, dans une certaine mesure, mais en mettant vraiment à distance ce savoir ancien des brahmanes, qui n'intéresse pas du tout Bernier, mais Bernier, finalement, se réapproprie un ethos philosophique qui est de nature épicurienne, puisque Bernier est un défenseur de cette philosophie antique. Voilà, je passe sur cette conclusion, sur cette reprise d'un ethos philosophique, et il défend une philosophie antique, l'épicurisme, c'est ce qui fait la spécificité du voyage de Bernier, tout comme Apollonius défendait le pythagorisme. Et chez Bernier, on voit aussi que le régime absolutiste de l'Inde moghole est présenté finalement comme un reflet de la monarchie de Louis XIV, gouvernés toutes les deux par le même monothéisme. Voilà, j'arrête ici. Merci. Merci beaucoup pour cette étude d'une réception vraiment à travers des siècles, à 1000 ans d'écart. Est-ce qu'il y a on peut prendre un petit peu de temps pour des questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Ici devant d'abord, et puis ensuite... Oui, merci beaucoup Grégoire. Je ne sais presque rien à part ce que tu viens de nous dire de Bernier, si ce n'est que je l'ai rencontré en travaillant sur la notion de race, puisqu'il apparaît dans les dictionnaires comme l'inventeur, en fait, ou enfin l'introducteur, pas l'inventeur, mais enfin l'introducteur de la notion de race au sens moderne du terme, à la date de 1684, c'est-à-dire au sens anthropologique du terme. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à explorer dans, je ne sais pas comment... Est-ce que tu dirais qu'il y a du relativisme culturel chez lui ? Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de sensible à la différence, qui a envie de valoriser
l'idée que ailleurs, non, c'est différent, c'est aussi légitime que chez nous, mais c'est différent. Hein, voilà. Donc son idée des races humaines, je ne sais pas même si elles sont déjà hiérarchisées ou pas, mais enfin, ça va probablement globalement dans le même sens. Alors, je voulais te poser aussi une question. Liée au modèle et à la fiction. Est-ce que tu penses qu'il faut introduire justement, enfin plus exactement, est-ce que tu penses que la fiction joue le même rôle, a le même sens, les mêmes implications à cette époque que pour nous? Je pense à Homère, qui a joué exactement le même rôle de modèle pendant longtemps pour quantité de... dans tous les domaines. Enfin, moi, je récite mes souvenirs d'études classiques. Vous voulez apprendre l'agriculture, lisez Homère. Vous voulez apprendre ceci, lisez Homère. Enfin, voilà, on a récité ça pendant des siècles. Et la question, ce n'était pas de savoir si Homère écrivait de la fiction ou non. Enfin, voilà. Donc, est-ce que tu peux nourrir cette question? Alors oui, alors par rapport à très rapidement aussi, juste par rapport à la question des races, ça montre aussi quand même la complexité de la réception de ces textes, où la citation que j'avais pu donner là, sur l'appréciation relativiste des différentes villes est très riche, mais Bernier n'est pas un défenseur non plus d'un relativisme culturel aussi affirmé, comme on peut trouver des lignes intéressant dans ce sens chez Montaigne. On n'est pas à ce niveau-là. Et en effet, il y a toute cette postérité plus complexe aussi par rapport aux notions de race qu'il théorise, en effet. Mais pour revenir à la question de la fiction, alors c'est une grande question qui est riche, entre notre conception, celle d'Apollonius et de la seconde sophistique, celle aussi de l'honnêteté, disons, du moment un peu classique du XVIIe. En effet, ce sont des réévaluations de cette notion-là, sachant que le texte de Bernier se met très souvent essaye en tout cas très souvent de mettre à distance cette question de la fiction. Vous voyez par exemple ici à propos des récits des amours je crois que c'est les amours de Shah Jahan, il ne veut pas être comparé à un faiseur de romans. Donc il y a vraiment ce repoussoir de la fiction qui est très fort, qui est un marqueur d'autorisation, de légitimité du témoignage, mais qui n'est pas toujours suffisant, puisque par exemple, lors de la description du rite du sati, du rite de crémation des veuves hindous, il a recours à tout un vocabulaire du spectacle. Alors là, il y a juste cette notion de si effroyable tragédie, mais la métaphore est filée en permanence. Donc voilà, ma réponse est elle-même ambiguë sur ce rapport à la fiction qui certes de repoussoir, mais qui revient toujours finalement par derrière, qui est un petit peu incontournable. Et tu parlais d'Ulysse, qui est l'autre grand modèle quand même de voyageur, qui lui est bien sûr le maître de la feinte et de la ruse. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour la communication. Je voulais faire deux remarques très générales, donc on oublie souvent, et ensuite une question. La remarque, c'est que quand on parle de l'Inde moghole, il faut quand même bien se rappeler qu'on ne parle que de 2/3 de l'Inde au nord. Autrement dit, à partir de la ligne Bangalore-Madras, disons, tout à fait au sud, ce n'était pas l'Inde, déjà. Et même à l'époque d'Aurangzeb, ça n'avait pas dépassé le niveau de Pondichéry. Donc, c'était la première remarque. Deuxièmement, quand on dit gymnosophiste, donc effectivement, on attribue souvent au Brahman, mais au 1er siècle Jésus-Christ, disons, on ne connaissait pas le jaïnisme ni le bouddhisme. Donc, les brahmanes nus étaient certainement des Tigambara Jain
confondait avec des Brahman, comme on dit, Brahman. Voilà la deuxième remarque. La question est la suivante. Puisque Apollonius est l'Antichrist, comme on ignore la vie de Jésus-Christ entre 15 et 30 ans, est-ce qu'il y a des écrits qui traitent des passages de Jésus-Christ qu'on suppose dans le continent indien, sous-continent indien? Merci. Merci pour vos remarques et votre question. Alors oui, en effet, c'est tout à fait juste pour ce que vous rappelez, à la fois la frontière, évidemment, mais aussi sur la définition des gymnosophistes. C'est pour ça que j'en parlais vraiment comme d'une évocation légendaire qui est aussi présente chez Cicéron, dans de nombreux textes classiques, et qui ne correspondent pas forcément à une identification aussi précise dans l'Antiquité, où même l'Inde et l'Éthiopie sont souvent confondus. Mais il y a cette recherche, en effet, d'une sagesse qui précède l'Évangile, qui va intéresser de très nombreux savants, 16e, 17e, et d'où cet attrait merveilleux du gymnosophiste. Et après, par rapport à votre question, c'est en effet un vieux serpent de mer sur ce qu'a pu faire Jésus pendant la partie ignorée de sa vie. Personnellement, je ne suis pas théologien et je n'ai pas d'éléments à vous donner, mais je sais que ça fait partie des hypothèses qui sont toujours débattues sur le voyage, les voyages qu'aurait pu accomplir Jésus. Mais je n'ai rien de plus, hélas, à vous dire. Merci beaucoup. Michel avait une remarque. Rebondir, merci. Sur la question de la fiction et la oui. citation au roman, en fait, j'ai l'impression que dans cette citation, on est quand donc Bernier utilise cette opposition au roman et histoire tragique, etc. On est plus dans une version Honoré d'Urfé du roman que Madame de Lafayette. En fait, je veux dire par là que c'est pas forcément l'équivalent de la fiction ou du mensonge. Le roman ici, c'est la frivolité par rapport à une histoire qui serait plus tragique. Oui, c'est sûr, parce que c'est une bonne remarque, puisque l'expression même faiseur de roman, ça va en effet plutôt dans la dimension quantitative. Oui, vous citez d'Urfé ou d'autres romans, en effet, très, très, très copieux de l'époque. Mais je ne suis pas sûr pour autant que le modèle plus psychologique, plus classique, soit défendu par Bernier. Je crois que c'est vraiment ici vraiment de légitimer, d'autoriser son témoignage, surtout à partir d'un corpus qui pouvait être aussi traité de manière parallèle par des romanciers et des romancières, ou même par Racine. C'est cette question finalement d'un corpus commun, en tout cas dans les sources, qui l'amène à vouloir se différencier de manière claire.